Nous allons commencer la session maladie trophoblastique gestationnelle. Avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation pour nous avoir invités à participer à cet important congrès, comme toujours. En particulier, le président, M. Bachir Zouaoui. Nous avons déjà quelques minutes de retard, c'est pour ça que j'appelle tout de suite. Alors, nous allons écouter les éléments du diagnostic positif. Alors, M. Gay Mamour. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble du bureau de la STGO pour nous avoir conviés à leur congrès et nous donner l'occasion de partager notre expérience dans la prise en charge diagnostic de maladies trophoblastiques gestationnelles. Donc, je travaille dans le centre de prise en charge des maladies trophoblastiques gestationnelles à Dakar, au Sénégal. On m'a demandé de parler du diagnostic des maladies trophoblastiques gestationnelles. Les maladies trophoblastiques gestationnelles, c'est principalement deux entités. C'est une entité bénigne qui est la mole idatiforme, qui peut être complète ou partielle, et des entités cliniquement malignes qu'on appelle communément les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Donc la mole idatiforme, elle peut être complète ou partielle, on verra tout à l'heure les éléments du diagnostic, et les formes ou les tumeurs trophoblastiques gestationnelles sont principalement au nombre de 4. Il y a la mole invasive qui est la limite, il y a le choriocarcinome, c'est le cancer du placenta, il y a les tumeurs plus rares qui sont celles du site d'implantation et les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes. Les facteurs de risque sont bien connus, c'est les âges extrêmes inférieurs à 18 ans, supérieurs ou égal à 40 ans, les parités extrêmes également. Le bas niveau socio-économique est bien connu comme étant un facteur de risque, mais aussi les facteurs ratios, mais le facteur de risque le plus important, c'est l'antécédent de mole idatiforme. La génétique de la mole idatiforme est double. La première, c'est la diploïdie. La diploïdie, c'est quand un spermatozoïde féconde un ovocyte vide de matériel génétique. Le matériel génétique du spermatozoïde se duplique et donne un 9 diploïdes, ça donne 46XX, mais c'est une diploïdie paternelle et cela donne forcément des vésicules. Il n'y a pas d'embryon dans cet œuf-là. À côté, nous avons la mole idatiforme partielle, qu'on appelle la mole triploïde, où un ovocyte comprenant un bon matériel génétique est fécondé ou par un spermatozoïde ou avec une double tête ou par deux spermatozoïdes. Ceci donne un 9 triploïde, 69XXY. Donc, on a un bout d'embryon, mais qui est le plus souvent mal formé, qui n'est pas viable. Donc, la grossesse s'arrête en général aux alentours de 11 semaines. Concernant le diagnostic de la mole idatiforme, ce n'est pas très compliqué, c'est même le diagnostic le plus simple. Donc, sur le plan clinique, on a principalement une hémorragie du deuxième trimestre de la grossesse et une exagération des signes sympathiques. Ce sont les deux principaux symptômes. Les autres symptômes qui sont en gris étaient rencontrés jadis, mais ne le sont plus parce que les diagnostics sont faits un peu plus précocement. C'est l'hyperémesis gravidarum, c'est quand la grossesse évolue, le taux de bêta-HCG étant très important, le diagnostic n'étant pas fait. C'est des patients qui se retrouvent à vomir et n'a plus s'arrêter à vomir. La prééclampsie, c'est quand ça atteint la 20e semaine et que le diagnostic n'est pas fait. Donc la toxicité de la bêta-HCG fait que ces patientes-là présentent ce tableau. Et enfin, l'hyperthyroïdie également, on verra tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on peut avoir une hyperthyroïdie dans le cas d'une mole idatiforme. D'autres symptômes sont également décrits, mais vraiment pas vus aujourd'hui. C'est l'utérus qui est exagérément mou, comme on dit, avec des plaques de blindage par endroit, c'est les signes d'andérodiase. C'est l'utérus accordéon où il y a une expulsion des vésicules, cela se reconstitue, la hauteur utérine qui augmente d'un jour à l'autre. Ce n'est pas vraiment vu de nos jours, le diagnostic étant fait assez facilement. Sur le plan paraclinique, donc le premier examen souvent que les gens demandent où c'est le dosage de bêta-HCG ou l'échographie, mais le dosage de bêta-HCG peut être qualitatif dans les urines, où on a un résultat positif ou négatif, ou dans le sang, où on a des taux très élevés qui vont atteindre parfois les 100 000 unités internationales. Il est juste important et capital de préciser ici que c'est la fraction bêta
de l'hormone chorionique gonadotrope que l'on recherche, puisque c'est elle qui est spécifique de l'hormone chorionique gonadotrope, donc de la molle idatiforme. La fraction alpha étant commune à 3 autres hormones que sont la LH, la FSH et la TSH. La fraction alpha commune à la TSH explique l'hyperthyroïdie que l'on a dans le cas des molles idatiformes. La FSH et la LH, donc la fraction alpha commune, expliquent les kystes lutéiniques que l'on observe dans le cas des molles idatiformes. Sur le plan échographique, on a 2 entités. La molle idatiforme complète, où il n'y a pas d'embryon, c'est une molle diploïde, il n'y a que des sacs contenant de l'eau. Le processus qui est décrit classiquement en tempête de neige ou en nid d'abeille, en frais de grenouille, c'est le processus échogène tissulaire lacunaire. On voit des sacs contenant de l'eau, donc des images anéchogènes avec des filets que l'on voit. Ceci est décrit sous ce vocable-là. Dans la molle idatiforme partielle, comme nous l'avons décrit dans la physiopathologie, nous avons des vésicules, mais à côté, donc l'image de la molle idatiforme complète, mais à côté, il y a un bout d'embryon, mais c'est toujours un bout d'embryon qui est mal formé et qui s'arrête en général d'évoluer aux alentours de 8 semaines. Que l'on soit dans le cas d'une molle idatiforme complète ou partielle, donc en bas, on a des ovaires qui sont polykystiques, et ces polykystes sont juste expliqués par l'homogénéité de structure alpha de l'hormone chorionique gonadotrope avec la FSH et la LH. Au niveau de l'anatomopathologie, sur le plan macroscopique, donc la molle idatiforme complète contient donc des vésicules, ce sont des villosités placentaires, mais qui sont vides, qui ne sont pas vascularisées, liées par de fins filaments. Il n'y a pas d'embryon, le volume est souvent assez important. On peut attendre 350 à 400 cc, avec des ovaires polykystiques également. En bas, c'est la molle idatiforme partielle, où le volume est un peu plus modéré, où on a un bout d'embryon qui est à côté, que l'on trouve, qui est mal formé. Donc les vésicules sont également présentes, mais en quantité beaucoup plus modérée. Donc ça, c'est sur le plan macroscopique. Sur le plan histologique, les vésicules de la molle idatiforme se manifestent par ce qu'on appelle la villosité molaire. La villosité molaire, c'est une prolifération trophoblastique où il y a une rareté ou absence de vaisseau, donc ce n'est pas vascularisé, une hyperplasie focale par endroit, une dégénérescence hydropique, c'est un peu ça la définition du stroma. Cela fait que c'est des vésicules qui sont vides et c'est ça qui se manifeste par des sacs avec de l'eau quand on les voit macroscopiquement. Alors, il n'y a que l'histologie à faire le diagnostic de molle idatiforme. Tout le reste, c'est juste des éléments présomptifs, mais on a toujours besoin de cela. Et cela est d'autant plus capital, je pense que mes successeurs vont en parler, dans la prise en charge, capital dans la prise en charge, puisque tout dépendra du type de molle idatiforme. La surveillance, elle y dépend grandement. Une entité exceptionnelle, mais que l'on rencontre en pratique, c'est la molle idatiforme gémellaire. C'est la coexistence d'une molle idatiforme, une vraie molle idatiforme, et une grossesse normale avec un cariotype diploïde normal. Donc, c'est une situation assez rare, c'est une fois sur les 22 000 grossesses. Nous avons une série de 8 cas, nous avons publié. Donc, c'est une molle idatiforme avec un placenta vésiculaire. À côté évolue une grossesse normale avec un placenta normal qui peut aller jusqu'à terme. Donc, les cas que nous avons sont allés jusqu'à terme pour les 3 et les autres sont arrêtés en cours de chemin. Donc, ça, ce sont les images de ces molles idatiformes. On voit ici, voilà, ici, c'est le placenta normal. Je ne le vois pas très bien ici, mais là, on a le placenta vésiculaire. Donc, ces 2 placentas qui peuvent évoluer normalement, et ça c'est une grossesse en bas à droite qui est arrêtée à 20 semaines. Donc, pour résumer, le diagnostic de molle idatiforme, c'est la première partie. Les éléments du diagnostic, il n'y en a pas plusieurs, c'est l'aménorrhée gravidique, c'est l'échographie qui est souvent très efficace pour le diagnostic, les ACG sériques. Les ACG sériques, si on est dans des situations où on n'a pas de bêta-ACG sérique, on peut se contenter des bêta-ACG urinaires, puisque l'échographie est assez caractéristique pour le diagnostic. Le taux de bêta-ACG sérique va conforter le diagnostic et un taux n'aide pas forcément dans le diagnostic, puisque c'est juste des valeurs qui sont élevées. Avoir 100 000 ou 50 000 ou 30 000 ou 40 000 ne change pas forcément le diagnostic. Donc, par contre, dans le suivi,
Les autres vont en parler, c'est important. Mais ce que l'on utilise, ce n'est pas le taux de bêta-HCG au diagnostic, mais c'est le taux de bêta-HCG après évacuation utérine. C'est pour cela que le taux de bêta-HCG avant, à mon avis, n'est pas nécessaire pour le diagnostic. Et l'histologie est capitale. Il faut toujours un prélèvement pour l'examen histologique du produit d'évacuation utérine. Quant au diagnostic de néoplasie trophoblastique gestationnelle, dans la néoplasie trophoblastique gestationnelle, le diagnostic est fait dans les suites de la mole hydatiforme. Donc, c'est dans la surveillance. Il y a quelqu'un qui va en parler. Je vais juste lui empiéter le pas sur une ou deux diapositives pour pouvoir aborder le diagnostic. Mais il est important de noter que l'amélioration ou l'optimisation du diagnostic et de la prise en charge a été faite par la mise en place de centres de prise en charge, c'est des centres de référence. Donc, le premier en la matière, c'est celui du Charing Cross Hospital en 1973 en Angleterre, à Londres. S'en est suivi celui de l'Hôtel Dieu à Paris en 1999. Nous avons mis en place notre centre à Dakar en 2010. Donc, juste une diapositive pour expliquer un peu comment cela fonctionne. Donc, le centre de référence est géré par les médecins référents du centre, c'est des gynécologues, qui sont en contact avec des médecins des régions. Donc, c'est des médecins qui interviennent aussi dans la prise en charge. Et tout ceci à travers une base de données informatisée qui est mise en ligne. Les médecins en région ont accès à cette base-là, peuvent entrer les informations de leurs patients, les bêta-HCG, et nous, à Dakar, nous arrivons à accéder au dossier et à donner des conduites à tenir en fonction des résultats des bêta-HCG. Ceci a vraiment aidé à améliorer et à réduire le temps d'attente, mais aussi le déplacement des patients qui étaient toutes obligés de venir à la capitale, à Dakar, pour être pris en charge. Donc, nous sommes en train de travailler sur un site Internet et la suite aussi. Donc, en 2000, il y a cela 22 ans, à Washington, la FIGO Oncology Committee, le comité oncologique, s'est réuni à Washington et a revu un peu la classification sur le plan du diagnostic, mais également de la prise en charge. Ces recommandations ont été revues en 2018 et secondairement en 2021. Dans cela, il est important que les bêta-HCG pour le diagnostic soient réalisés, donc le dosage dans le même laboratoire, utilisant la même technique. Ça, c'est très important. Si on change de laboratoire, on est obligé d'avoir deux dosages pour pouvoir déterminer la cinétique. Et il faut que la technique soit capable de détecter jusqu'à 5 unités internationales. Donc ça, c'est le seuil, sinon la technique elle n'est pas bonne. Deuxième élément, il faut que ces informations, donc les dosages, le taux de bêta-HCG, soient enregistrés sur une courbe semi-logarithmique, pas une courbe linéaire, mais une courbe semi-logarithmique. Les courbes semi-logarithmiques permettent de voir des valeurs qui sont très éloignées, proches du 1 ou proches du millier. Je vous montre. Ici, on a une courbe linéaire. Donc, sur une courbe linéaire, vous voyez que les valeurs 18, 3, 1.2 et 0.05 sont sur la même ligne. On ne peut pas détecter de variation ici. Les mêmes valeurs mises sur une courbe semi-linéaire, donc on voit tout de suite qu'il y a une différence entre 1,18 et 1,3 et 1,2 et 1,005. Donc c'est pour cela qu'il est capital. Et ça, c'est facilement faisable sur n'importe quel fichier Excel. Il faut changer le format de la courbe linéaire, qui est la courbe par défaut, en courbe semi-logarithmique. Ainsi, le diagnostic se fera sur la base de 4 principaux éléments. Le premier, c'est l'ascension des HCG sur 3 dosages en 2 semaines. Donc, on a le J1, le J7 et le J14. Cela veut dire que quand on dit une ascension, c'est une variation de plus de 10% du taux de bêta-HCG antérieur. Donc, 3 semaines, on a 3 dosages et on a une élévation de 10%. Le deuxième critère, c'est, je vais avancer et revenir peut-être, c'est la stagnation des HCG. Donc, stagnation, c'est une variation de moins de 10%. Donc, moins de 10% entre 4 dosages sur 3 semaines d'intervalle. Le quatrième critère, c'est en bas à gauche, c'est une persistance des HCG 6 mois, c'est-à-dire 24 semaines après l'évacuation utérine. On a des HCG qui sont positifs et on a 24 semaines, c'est le diagnostic. Et enfin, le dernier, c'est le diagnostic histologique de choriocarcinome. Quand on a un choriocarcinome, on fait le diagnostic. Si on n'a pas de choriocarcinome, il est important de tenir compte de ces éléments-là. Je vous les montre juste sur des... Ça, c'est une stagnation
des ACG, il y a une variation de moins de 10% sur 4 dosages à 3 semaines d'intervalle, à J1, à J7, à J8 et à J21. Et ça, c'est une ascension. C'est plus facile de voir une ascension qu'une stagnation. Une ascension des ACG sur 3 semaines, J1, J7 et J14. Une fois que le diagnostic est fait, il est important de passer au bilan d'évaluation parce que c'est le bilan d'évaluation qui nous permettra de catégoriser le type de néoplasie trophoblastique gestationnelle. Le bilan est d'abord clinique, et clinique, c'est principalement les voies génitales. On retrouve très régulièrement une métastase sous-urétrale qui apparaît comme sur cette photo. Donc, c'est une masse charnie qui est sous l'urètre et qui est hémorragique. Élément important, il est interdit et dangereux de biopsier une telle masse. On ne biopsie jamais ces masses-là. Autrement, elles sont très hémorragiques. L'hémorragie est très compliquée, les tissus sont friables et cela ne s'arrête pas. On ne peut pas mettre du fil. Il ne faut pas les biopsier. De sorte que le choriocarcinome est l'une des rares tumeurs humaines, donc malignes, où l'on peut démarrer une chimiothérapie sans preuve histologique. Si on a une masse sous-urétrale avec des bêta-ACG qui sont positifs, on est en droit de démarrer une chimiothérapie. Et c'est des tumeurs qui sont très chimiosensibles. On met la chimiothérapie, la masse, elle fond. Donc, mais il ne faut jamais les biopsier. Au plan paraclinique, c'est l'échographie pelvienne pour rechercher une masse endo-utérine. C'est la radiographie du thorax ou la TDM, l'échographie ou la TDM abdominale et l'IRM cérébral. C'est ce qu'on voit un peu sur ces images-là. Souvent, quand on fait une échographie en endocavitaire, on a une masse qui est vascularisée, on la mesure, c'est partie des éléments de la caractérisation de la radiographie du thorax. Elle suffit, et dans la classification, c'est la radiographie du thorax qui constitue l'élément de référence, parce que c'est celle-là, ce sont les métastases qu'il faut mesurer, et aussi le scanner ou l'IRM cérébral. Une fois qu'on a ces informations, il faudra deux choses, donc la stadification et le scoring. La stadification, c'est celle de 2000 de la FIGO. Le stade 1, c'est quand la maladie est localisée à l'utérus. Le stade 2, c'est juste les voies génitales, ça descend un tout petit peu. Le stade 3, c'est le poumon. Et le stade 4, c'est tout autre site métastatique, notamment le foie, le cerveau, les surrénales. Après la stadification, donc le stade est important, mais le stade ne détermine pas la prise en charge. C'est le score qui détermine la prise en charge. Et le score aussi, c'est le score de l'OMS, mis en place quand la FIGO s'est réunie en 2000 à Washington. On a différents critères, donc l'âge, la grossesse précédente, le nombre de mois depuis la grossesse, le nombre d'ACG, ainsi de suite. Donc tous ces éléments sont pris en compte pour déterminer un scoring. Donc l'ensemble des points sont pondérés et donnent un score. Si le score est inférieur à 7, on est dans le groupe à bas risque. Dans le groupe à bas risque ne veut pas dire risque de... C'est bas risque de résistance au traitement par méthotrexate. Donc, ces patientes-là, mon successeur en parlera, en général répondent assez facilement. Et le score supérieur ou égal à 7, c'est un peu de mauvais pronostic parce qu'il faut une polychimiothérapie pour ces patientes-là. Ainsi, après avoir stadifié et scoré, on arrive à un chiffre romain, c'est le stade 1, 2, 3 ou 4, séparé par 2 points du score de l'OMS. Cela donne par exemple 2.4, 4.9, ainsi de suite. Et c'est toujours le chiffre qui est à droite qui détermine le type de prise en charge qu'il faut apporter à ces patientes-là. Voilà un peu résumé le diagnostic de maladie trophoblastique gestationnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette communication. Vous restez ici.